Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un pan important de l'enseignement, pourtant il est peu ou mal connu. L'enseignement technique et la formation professionnelle ne captent que 5% de la population scolarisée. Comment inverser cette tendance, mais surtout, quelle est la politique gouvernementale pour la formation des jeunes en Côte d'Ivoire? Interrogation centrale de ce RTI1 reçoit avec pour invité le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. En ma compagnie, Dominique Fadegnon, journaliste au quotidien Soir Info. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Conny. Et vous pouvez participer à cette émission en appelant Régis Kofi au 27 22 40 12 76. Monsieur le ministre, nous allons en emprunter aux mathématiques que vous connaissez très bien pour définir votre ensemble de définitions, votre périmètre d'action, d'activité par rapport aux autres ministères tels que celui de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Qu'est-ce que vous devez faire exactement dans ce gouvernement? Merci, M. Koné. Je vous remercie de me donner l'opportunité d'expliquer l'enseignement technique, la formation professionnelle aux jeunes, notamment à ceux qui sont scolarisés et à tous ceux qui ne sont même pas scolarisés, qui aspirent à avoir un métier. Je crois qu'effectivement, dans sa politique, son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a mis les jeunes au cœur de notre politique. C'est la raison pour laquelle ce ministère a été créé dans la formation du gouvernement du 6 avril 2021, avec deux missions principales. La première mission, c'est répondre aux besoins des populations, notamment des jeunes, en matière de formation technique, de formation professionnelle, d'apprentissage. La deuxième mission, c'est mettre à la disposition des entreprises un capital humain constitué d'ouvriers qualifiés, de techniciens compétents et de techniciens supérieurs, hautement qualifiés aussi, pour que ces entreprises ou le secteur productif contribuent à la vitalité économique, sociale et culturelle de notre pays. Voici les deux missions. Alors, par rapport à ces deux missions, nous avons énoncé une vision sectorielle pour le ministère. Il s'agit, pour nous, je cite, de repenser, revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'apprentissage pour contribuer au développement socio-économique en vue de l'émergence de la Côte d'Ivoire. D'accord, vous avez votre vision, c'est sûr. Cette vision est soutenue certainement par un constat. C'est que beaucoup de personnes pensent qu'on va dans l'enseignement technique parce qu'on a eu choix ailleurs. Quel est le discours que vous leur tenez? Voilà, justement, c'est la raison pour laquelle nous avons deux axes. Le premier axe, c'est l'Académie des talents. Et dans cet axe, on souhaite vraiment attirer tous les talents parce que tous les élèves, qu'ils soient diplômés ou non, ou qu'ils aient été à l'école, non, ils ont un talent quelque part. Et c'est sur ce talent que nous allons axer notre politique désormais. Alors, dans l'Académie des talents, que recherchons-nous? D'abord, il y a plusieurs axes, sous-axes à l'Académie des talents. Le premier, c'est les infrastructures. Parce que nous avons hérité d'une situation un peu difficile. Les infrastructures au niveau du public, c'est 67 établissements publics, c'est près de 580 établissements privés. Mais au niveau du public, il s'agissait vraiment de remettre à niveau nos infrastructures, c'est-à-dire les lycées, les centres de formation qui ont connu une dégradation relativement avancée liée aux difficultés que notre pays a connues. Donc, au niveau des infrastructures, il y a les questions de réhabilitation d'abord. Deuxièmement, il faut revoir les plateaux techniques. Et lorsque nous avons réglé ce qui existe, le gouvernement entend aussi maintenant renforcer ce dispositif en créant de nouveaux lycées. Aujourd'hui, on a un programme de construction de nouveaux lycées, de nouveaux centres. Aujourd'hui, le Premier ministre lui-même il a lancé les nouveaux lycées en construction. Vous avez entendu parler de Abobo, Anyama et Bimpe, Yamoussoukro, Kong, Béléban. Dans quelques jours, ce sera Korogo. Après, ça va être Diabo et Dabakala. C'est 7 nouveaux lycées qu'on lance. Ensuite, il va y avoir un autre programme de 3 nouveaux lycées. Dabou, Aboville, Dimokro. Donc, tout ça, ce dispositif concerne les infrastructures. Mais il y a aussi le personnel, les enseignants, les formateurs qu'il faut former encore, renforcer leurs capacités et faire en sorte que le niveau réponde aux aspirations de ce que nous sommes en train de rechercher avec les entreprises. D'accord. Monsieur le ministre, vous êtes lancé déjà dans la vision, mais la question demeure, est-ce que ce sont les marginalisés de l'enseignement général qui se retrouvent dans votre département? Ah non, justement, lorsque nous allons mettre en place tout ça, c'est la raison pour laquelle vous allez voir sur le tableau, on propose 2 accès à l'enseignement technique et à la formation professionnelle.
Parce qu'il faut un peu faire la distinction entre la formation professionnelle et l'enseignement technique. Donc pour la formation professionnelle, à l'époque, on recrutait à partir de la 5e. Et ce ne sera plus les étudiants, les élèves qui ont échoué dans le système d'enseignement général que nous allons prendre, mais adresser la question de tous les élèves et leur proposer ce qu'il y a de mieux pour leur épanouissement, c'est-à-dire la formation au métier. Et donc, comme cette formation sera de très bonne qualité, il faudra avoir une certaine aisance pour pouvoir entrer dans notre dispositif. Et on proposera à tous les meilleurs, notamment aux élèves et à certains étudiants, de venir à l'enseignement professionnel parce que c'est là-bas qu'on construit son avenir. C'est aussi parce que c'est là-bas aussi que les entreprises viendront puiser dans les ressources que nous allons pouvoir former. Dominique Fadignon. Oui. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, comment va se faire le tri, n'est-ce pas, de ces talents-là? Oui, en fait, c'est tout ce que nous proposons. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Comment on accède à un lycée technique? C'est à partir de la 3e que tout se joue. Vous avez soit l'enseignement général, la seconde, la première, la terminale, ou vous venez au lycée technique. Nous avons 3 lycées techniques dans ce pays. Le lycée technique de Cocody, qui est en réhabilitation relativement avancée, le lycée technique de Yopougon et le lycée technique de Boaké. Mais nous allons recruter, on recrute à partir de la classe de 3e. Les élèves qui ont 12 de moyenne en mathématiques, qui ont 12 de moyenne en physique, qui sont relativement bons en français, en langue, en français et en anglais. Et on propose, ou on a sur notre plateforme, on souhaite vraiment que ces élèves puissent visiter notre plateforme et s'engagent à venir à l'enseignement technique. Parce que vous allez venir à l'enseignement technique pour faire la seconde T1. Et après la seconde T1, vous allez faire une première E, une classe de terminale E, et vous allez avoir un bac E. Et après le bac E, dans le nouveau dispositif que nous sommes en train de mettre en place, faire des classes préparatoires technologie, sciences industrielles et accéder à des diplômes, à des formations d'ingénieurs de haut niveau, des ingénieurs industriels. Alors, ceux qui viennent dans ces filières pourront aussi faire une classe de première F1, F2, F3 et après un bac F, aller faire une formation d'ingénieur de spécialité. Je crois que, donc, ce sont vraiment des élèves talentueux qui vont venir dans ce système. Mais justement, est-ce que vous faites suffisamment de promotion des réussites dans ces filières-là, de sorte que vous puissiez, entre guillemets, appâter les élèves qui sont en terminale ou bien qui sont en 3e, qui veulent s'orienter dans votre ordre d'enseignement? Je crois que c'est le sens aussi de cette discussion que nous avons aujourd'hui devant la population, c'est d'expliquer comment on vient à l'enseignement technique et qu'est-ce qu'on peut faire quand on vient à l'enseignement technique. Et donc l'idée, c'est communiquer davantage, expliquer. Et vous avez tout à fait raison, parce que dans le temps, on avait 5 classes de terminale E. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule classe de terminale E. Et comment arriver à former davantage de scientifiques pour ce pays et former des ingénieurs industriels en grand nombre? Comment former aussi des ouvriers qualifiés en grand nombre? Je crois qu'on n'a pas suffisamment informé, on n'a pas suffisamment communiqué. Je crois que c'est le point faible de ce que nous sommes en train de relever aujourd'hui. Alors, donc, dans les lycées techniques, vous avez aussi des formations d'étudiants, d'élèves qui viennent pour des filières B, des filières G, qui vont être soit l'économie, le secrétariat ou la comptabilité. Donc ça, c'est les filières dans les lycées techniques. Et donc on recrute, comme vous le sentez, on recrute des élèves qui sont talentueux. Ce n'est pas ceux qui ont échoué ailleurs. Et donc on vient dans les lycées techniques parce qu'on a des capacités. Mais à côté de cela, on a aussi les lycées professionnels. On recrute à partir des mêmes classes de 3e. Il faut que les élèves le sachent, que c'est à partir de la 3e que leur avenir se dessine véritablement. Et donc ceux qui n'ont pas de difficultés, mais ont des talents dans certains domaines, viendront dans les lycées professionnels. Et donc on a sur notre plateforme, ils vont remplir une fiche. C'est la même fiche d'ailleurs qui leur permet aujourd'hui de venir dans le lycée technique, mais c'est la même fiche aussi qui permet de venir au lycée professionnel. Donc, ils viennent au lycée professionnel pour apprendre des métiers. Et donc, nous avons, sur l'étendue de la Côte d'Ivoire, un certain nombre de lycées professionnels dans près de 90 filières. Et donc, ces élèves qui viennent, soit ils ont le BEPC, ils viennent, soit ils n'ont pas le BEPC, mais ils viennent aussi à partir d'un concours, d'un test que nous organisons au lycée professionnel pour apprendre véritablement un métier. Ils vont faire le BT, un brevet de technicien, et ce qui leur permet d'être en contact direct avec l'entreprise et d'être formés au métier. Ça débouche directement au métier. Je crois que c'est quelque chose, une chance à saisir, afin que ces étudiants puissent s'épanouir. Parce que quand on a un BT, on a la possibilité de revenir encore faire un BTS et
plus tard de faire même un diplôme d'ingénieur, mais tout en travaillant. Je crois que c'est ça qui est la différence entre ceux qui vont faire la filière générale et ceux qui vont venir dans notre système. C'est-à-dire, lorsqu'on est soit au lycée technique ou au lycée professionnel, on apprend déjà un métier. Et je crois que ça, ce n'est pas rien. C'est fondamental pour nous de pouvoir leur donner ces possibilités d'apprentissage au métier. Alors, vous n'avez que 5% de la population scolarisée. Quelle est la proportion que vous visez? Dans quelle échéance? Voilà. Malheureusement, sur près de 2 500 000 élèves de la 6e à la terminale, l'enseignement technique et la formation professionnelle ne regroupent aujourd'hui que près de 5%. L'ambition du gouvernement, c'est de passer d'ici l'an 2025 à 15% et peut-être d'ici l'an 2030 à 25%. Donc on va aller progressivement. Et c'est la raison pour laquelle l'État est en train de construire, d'abord, réhabiliter les infrastructures existantes, mais construire de nouveaux établissements pour donner la possibilité aux jeunes... Il n'y a que 67 établissements publics. C'est très peu. C'est très peu. Est-ce que cela n'est pas un frein, un facteur limitant de la promotion de votre enseignement? C'est un facteur limitant, surtout que ces établissements ont connu quelques difficultés au niveau des plateaux techniques. Les enseignants que je félicite d'ailleurs, on travaille dans des conditions relativement difficiles parce qu'on n'a pas remplacé, on n'a pas renouvelé les plateaux techniques. Certains n'avaient même pas de matière d'œuvre pour faire les travaux pratiques. Donc, mais tout ça, c'est en train d'être corrigé progressivement. Alors, si vous le permettez, c'est comment on réhabilite un grand nombre de ces 67 établissements, mais en face, comment on construit un autre dispositif. Parce que l'idée, c'est que d'ici 2030, on ait à peu près 100 établissements de bon niveau pour accueillir un grand nombre d'élèves, d'apprenants dans notre système. C'est progressivement que ça va se corriger parce que construire ces établissements, ça coûte relativement cher, les équiper, former surtout les formateurs et créer un lien fort avec le secteur productif, notamment les entreprises. Parce que l'un des volets aujourd'hui de l'Académie du Talent, c'est la rénovation des filières, des programmes de formation. Parce qu'on a trop souvent souffert de l'inadéquation formation-emploi. C'est ce que la réforme corrige. Comment, dans la réforme, on va impliquer désormais le secteur productif, les entreprises qui ont besoin d'avoir des ouvriers qualifiés, des techniciens de bon niveau, des techniciens supérieurs compétents. Comment on va créer cette synergie avec nos établissements pour que les programmes soient revisités, revus aux normes internationales, mais faire en sorte que les entreprises profitent de cette réforme et obtiennent ou recrutent des élèves de très bon niveau. D'accord. Dominique, avant que je vous passe la parole, très rapidement, je vous prends au mot. Monsieur le ministre, vous avez parlé de l'adéquation formation-emploi. Cela a été toujours sur la table des échanges lorsqu'on a parlé de l'employabilité des jeunes. Alors, aujourd'hui, pourquoi on peut vous croire que ça va réussir? Oui, ça va réussir parce que nous avons les instances pour... Nous discutons on a créé, le gouvernement a pratiquement tout prévu. Ce pays est organisé au niveau du secteur privé, il y a 13 branches professionnelles. Et il y a un comité paritaire de pilotage du secteur privé et le secrétariat est dirigé par notre directeur de cabinet. Donc il y a un dialogue permanent entre aujourd'hui le ministère, nos institutions et le secteur productif. Comment créer cette synergie avec les entreprises et répondre effectivement aux besoins des entreprises en termes d'ouvriers qualifiés, de techniciens, ayant le profil que l'entreprise recherche. Parce que ce qui est important pour nous, c'est de former pour que l'élève n'aille pas à la rue. C'est de former de sorte que l'entreprise qui a besoin de recruter ait le profil nécessaire. Donc, à la base, comment nous allons créer cette synergie? Donc, les impliquer dans ce que nous faisons. Et c'est ce qu'aujourd'hui, au niveau même de la gestion dans le comité de gestion des lycées professionnels, il y a le secteur privé. Il y a 6 membres du public, 6 membres du secteur privé. Donc, ils sont déjà dans ce que nous sommes en train de co-construire. Je parle de co-construction pour que les entreprises aient l'œil. Les entreprises disent ce dont nous avons besoin pour avoir la compétence, la compétitivité nécessaire pour que les activités soient réalisées de façon efficace. Donc, c'est ce dialogue entre le secteur privé et la formation, c'est ce que nous avons instauré et régulièrement nous nous rencontrons. Dominique? Oui, monsieur le ministre a parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, de la construction de lycées professionnels. Alors, ici, il y a beaucoup de lycées professionnels qui sont construits
et que, bon, qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont dans ces lycées et qu'il y a aussi beaucoup d'ingénieurs, est-ce qu'on ne va pas craindre, comme aujourd'hui, la crise du doctorat? C'est-à-dire que les gens seront formés et puis après, ils ne pourront pas travailler avec leur diplôme, même si c'est des ingénieurs. Cela peut arriver. Est-ce que vous ne voulez que former des élites? Non. Dans une vie antérieure, j'ai contribué modestement à former l'élite, à former des ingénieurs. Vous avez été directeur général de l'INPHB. Oui, on a formé un grand nombre d'ingénieurs, mais aujourd'hui, quand vous avez des ingénieurs, les auxiliaires des ingénieurs, c'est qui? Ce sont ces ouvriers qualifiés, ces techniciens de bon niveau et ces techniciens super compétents. Donc, votre question est juste, mais regardez, il y a, depuis quelque temps, depuis quelques années, ce pays est en chantier. Sous le leadership du président de la République, ce pays est en chantier. Et vous voyez les routes, vous voyez aujourd'hui les usines qui se créent, mais où c'est qu'on trouve tous ces techniciens, ces ouvriers, ce capital humain qui vient dans ces entreprises? Il faut la formation. C'est vrai qu'on a une croissance démographique qui est relativement forte, mais aussi la consommation. On a les supermarchés aujourd'hui qui s'installent. Il faut trouver les gestionnaires de ces supermarchés. On a aujourd'hui des usines qui se créent. Où c'est qu'on trouve ce capital humain? C'est par la formation professionnelle. Et donc, c'est vrai, on va avoir une population relativement importante, mais il y a des pays aujourd'hui qui ont 5-10 fois notre population qui s'en sortent. Comment ces pays ont fait? C'est la formation professionnelle. Et certains vont être employés par ces industries, mais d'autres encore plus nombreux vont s'installer à leur propre compte et répondre aux besoins des populations. Et donc, il y a dans ces formations que nous faisons aujourd'hui ce module entrepreneuriat. Comment on apprendra à ces jeunes, comment ils vont se regrouper et s'installer pour délivrer eux-mêmes leurs compétences. Je crois qu'il n'y a aucune inquiétude. Au contraire, on vient de loin. Parce que, comme vous l'avez rappelé, nous n'avons que 5%. Et d'ici 2050, il faut que ça s'inverse. Parce qu'il faut qu'il y ait davantage de personnes, d'élèves, d'apprenants dans la formation professionnelle parce qu'il y a l'agriculture, il y a l'industrie, il y a le commerce, il y a le tourisme, il y a les infrastructures, il y a l'assainissement, il y a tout un ensemble de secteurs. Ce n'est pas seulement que le secteur productif, il y a le secteur des services aussi. Il y a le secteur des services, il y a la culture qu'il faut adresser. Et de nombreux jeunes vont pouvoir s'intégrer dans le domaine, dans l'industrie culturelle pour pouvoir se sortir aussi, s'épanouir. Et donc, il y a tout un ensemble de secteurs qu'il faut adresser. Et aujourd'hui, 5%, c'est largement insuffisant pour permettre à notre économie d'être plus dynamique. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que les droits d'inscription ne pourraient pas être un facteur limitant pour accéder à ces établissements-là? Non. Je pense que, vous voyez, alors, quand les élèves viennent, les élèves notamment de 3e s'inscrivent, c'est des sommes relativement modiques que ces gens, je crois que c'est pratiquement 12 000 francs CFA, ça n'a pas changé depuis longtemps. Mais l'idée, ce n'est pas tellement les droits que nous recherchons, c'est qu'est-ce que nous visons? C'est les attirer, leur donner une formation pour que, à la longue, ces apprenants puissent s'épanouir, leur donner un métier. Et donc, ce qui est important, c'est leur donner un produit, une offre de formation efficace qui leur permette vraiment de s'intégrer dans la société. C'est ça que nous visons. Et il faut investir juste un peu, mais je crois que l'investissement vaudra la peine si, au bout du compte, l'apprenant impose une activité importante dans une entreprise ou s'installe à son propre compte. Je crois que c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que nous leur offrons en termes de qualité de formation? C'est ça notre mission. D'accord. Vous savez qu'il a été très souvent question de l'alternance, vous l'avez suggéré tout à l'heure. Les échanges que vous avez avec les entreprises, ça aussi, c'est un sujet qui a toujours existé, mais qui, dans l'opération, n'a pas donné du succès. Oui. Je crois que l'alternance, c'est aussi une culture. Dans certains pays européens, l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne, la Suisse, aujourd'hui, même les pays d'Asie du Sud-Est ont créé ce système d'alternance, comme on appelle en Suisse le système dual. 25% de théorie, 75% d'entreprise. C'est aussi une culture. Mais nous sommes en train de négocier avec les entreprises. Certaines entreprises sont déjà dans cette mouvance parce que c'est dans leur intérêt d'avoir des apprenants de bon niveau qualifiés. Je donne l'exemple
d'une entreprise qui travaille avec des machines sophistiquées. Si vous ne prenez pas des étudiants en termes d'alternance pour les familiariser sur vos équipements, comment vous allez pouvoir vous en sortir si vous recrutez des gens qui viennent avec des qualifications, même qui n'ont peut-être pas été ce que vous recherchez. Donc l'alternance, c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise, dans l'intérêt à la fois de l'entreprise de pouvoir contribuer à la formation et transmettre ses valeurs à l'apprenant de telle sorte que lorsqu'on arrive en entreprise, lorsqu'on est dans l'entreprise, on puisse avoir non seulement cette qualification, mais aussi travailler de façon efficace. Je crois que c'est dans l'intérêt à la fois de l'apprenant, du secteur du pouvoir public et surtout du secteur privé qu'on crée cette alternance pour pouvoir minimiser les coûts de formation. Parce que les entreprises recrutent, mais créent leur propre de formation pour pouvoir remettre à niveau ces apprenants. Ça prend du temps. Donc, l'idée, c'est qu'on se mette ensemble à la base et qu'à partir de ce que nous proposons, déjà, il se crée ce mouvement de formation théorique, apprentissage en entreprise, de sorte que lorsque l'apprenant il a le diplôme, il soit opérationnel du coup. C'est ça. Alors, nous allons aborder les réformes, comme vous l'avez dit dans votre propos introductif. Vous parlez aujourd'hui de l'école de la deuxième chance. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, je crois que je vous remercie. Lorsque j'ai parlé de l'Académie des talents, qui est le premier axe de notre réforme, parce qu'il faudra, comme je dis, pour la formation initiale, intéresser davantage les jeunes, les attirer, les remettre en confiance, parce qu'on a le dispositif, on a les enseignants, on a les programmes. Ce que dans ce processus de réforme, je n'ai pas encore eu le temps de développer, c'est les partenariats académiques. Comment, avec nos partenaires, on remet tout ça à niveau. Mais donc, vous avez la formation initiale qui concerne tous ces jeunes, mais en face, il y a un autre stock de jeunes qui sont diplômés sans emploi. Des jeunes qui, malheureusement, qui ont été exclus du système, comme le président lui-même l'a rappelé dans son discours du 14 mars 2020. Qu'est-ce que nous faisons pour ces jeunes trop tôt sortis de l'école? Ils sont relativement nombreux, du primaire jusqu'au secondaire. Il y a pratiquement près de 450 000 jeunes qui sont en dehors du système. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Il y a aussi des jeunes, malheureusement, qui n'ont pas été à l'école et pour lesquels il faut trouver les moyens d'insertion. Il y a aussi des jeunes qui ont des activités professionnelles, mais qui sont mal insérés et qui ne sont pas d'accord ou qui ne s'y plaisent pas, parce que ce n'est pas leur passion. Alors, il y a tout ce stock qui existe et pour lesquels il faut trouver la solution. Ça, c'est le rôle de notre école La Deuxième Chance. Je dois dire que l'école La Deuxième Chance, telle que nous le décrivons ici, a une petite nuance par rapport à l'école La Deuxième Chance pratiquée en France ou ailleurs, parce qu'ailleurs, c'est les décrochés de l'enseignement qu'on ramène à l'école pour former. Ici, la nuance, c'est qu'on a déjà des diplômés et qui ont un savoir, mais qui n'ont pas le savoir-faire, qui n'ont pas la formation au métier. Alors, que faisons-nous? Ici, on a des dispositifs aujourd'hui, c'est le déploiement de l'apprentissage. Au niveau de l'apprentissage, il y a l'apprentissage qualifiant, l'apprentissage diplômant qu'on leur propose, mais il y a aussi d'autres projets que nous avons pour ces jeunes, c'est-à-dire l'entreprise école comme le garage école, les grandes distributions, en fait, des formations ciblées de courte durée pour leur permettre d'avoir une insertion rapide en activité. Nous allons voir tous ces détails. Donc, des solutions à l'employabilité des jeunes, tel est l'objectif. Sur le plan opérationnel, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage met en place l'école de la deuxième chance et renforce les circuits d'apprentissage existants. Voyons les détails de ce reportage, dans ce reportage d'Ahmed Traoré. La vulnérabilité des jeunes est un sujet qui préoccupe le gouvernement. Pour résoudre ce problème, l'État apporte des solutions. Quand tu dis aujourd'hui que tu es au lycée technique d'Abidjan, on sait que c'est une école d'excellence. Et on voit déjà l'enseignement qu'on fournit dans cette école. L'école a été rénovée, cela nous apporte du bien parce que tu as les salles climatisées. Quand c'est comme ça, bon, il n'y a pas fait de chaleur ou de dire non, il fait chaud, tout le monde suit les coups bien. Les profs sont à un niveau excellent. J'ai été agréablement surpris
quand j'ai vu l'accueil qu'ils nous ont donné dans cette école et nous avons vu le cadre qui est agréablement beau. Et je remercie le gouvernement pour tout ce qu'il nous apporte dans le milieu de l'éducation parce que nous sommes les enfants de demain et je remercie toutes les forces de l'éducation pour leur soutien. Au titre des programmes d'insertion, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage met en place des mécanismes. Toutefois, l'accent est mis sur l'apprentissage, d'où la création de l'école de la deuxième chance. L'apprentissage, c'est la modalité qui permet d'apprendre en travaillant ou de travailler en apprenant. Cela suppose que l'apprenti ou l'apprenant que nous appelons apprenti s'inscrit dans un établissement de formation professionnelle pour faire là-bas uniquement les cours théoriques et les connaissances technologiques générales. Et ensuite, il signe un contrat d'apprentissage avec une entreprise dans laquelle il apprend effectivement le métier auprès d'un maître d'apprentissage. Et il fait ce cycle-là dans les alternances des cycles de formation, de telle sorte que 25% de son temps est consacré aux cours théoriques au centre et 75% est consacré aux cours pratiques. Donc c'est cette modalité qui est en pleine expansion aujourd'hui au niveau du ministère. Et donc nous avons donc un appui du CDD pour former 6 000 apprentis. Nous avons aussi un appui de la Banque mondiale pour former 18 000 apprentis. Et nous avons, avec la GFOP, nous avons aujourd'hui, et toutes les autres modalités que nous faisons, nous mettons en œuvre les formations à la mobilité à Égletons et autres. Donc c'est l'une des modalités qui est la plus utilisée dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Pour former les jeunes effectivement dans l'exercice du métier. C'est ça la priorité de l'apprentissage. Vous apprenez les cours théoriques et vous partez en entreprise pour exercer effectivement le métier. La part de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans l'effectif de l'éducation du secondaire général représente 5%. Par le passé, le BT était jusque-là le seul diplôme qui n'était fait que par le public. Quand on a cédé ce diplôme au privé, la deuxième promotion est arrivée aux examens en 2022. Et donc, comme les établissements privés, il y en a vraiment beaucoup, naturellement, on a eu un bond dans les effectifs des candidats. Voilà. Donc, cela s'explique aussi par le nombre croissant. Chaque année, avec cette nouvelle donne, c'est un peu plus de 6 000 candidats que nous allons enregistrer en surplus chaque année. Ça veut dire que cette année, pour la session 2023, nous attendons autour de 32 à 33 000 candidats. Pour ce qui concerne les concours, on rentre dans notre ordre d'enseignement par deux voies. La voie de l'orientation et la voie du concours. Pour ce qui concerne le concours, c'est bien la direction des examens et concours qui s'en occupe. Et le concours est ouvert pour tous les enfants qui sont sortis du système, depuis la classe de 5e ou la classe de 3e, et qui sont sur le carreau. Mais il est également ouvert pour ceux qui viennent de finir les classes de 5e ou de 3e. Parce que le niveau le plus bas pour entrer dans notre système, c'est le niveau de 5e, pour préparer les CAP dans les centres de formation professionnelle. Et le BEPC, ou le niveau de 3e, pour préparer les brevets des techniciens, les BT. Alors, cette année, naturellement, nous avons enregistré 21 364 candidatures. Le ministre Kofi N'Guessan a exprimé son engagement à relever les défis inhérents au secteur, notamment l'actualisation et l'adaptation permanente des programmes de formation aux besoins de l'économie. Il a exhorté les élèves et étudiants à redoubler d'efforts afin de bénéficier des opportunités qu'offre la formation professionnelle et d'assurer que l'État facilitera la poursuite des formations pointues dans des domaines de spécialité. Alors, monsieur le ministre de l'Enseignement technique, vous avez parlé, vous avez donné quand même les grandes lignes de cette école de la deuxième chance. Est-ce que finalement, ce n'est pas une école de la dernière chance? Oui, en fait, ce n'est pas une école de la dernière chance parce que c'est comment vous donner l'opportunité à des jeunes qui n'ont pas été formés au métier, d'avoir une chance d'embrasser, de former à un métier, et notamment dans des secteurs porteurs, pour que, à la fin de leur processus, qui est relativement court,
comment on les intègre, comment on accroît leur chance d'employabilité. Je crois que c'est ça l'école, la deuxième chance. Et dans notre pays, malheureusement, ils sont nombreux, tous ces jeunes diplômés sans emploi, pour lesquels il faut trouver ces mécanismes. Il y a des exemples précis. On a un programme sur la grande distribution. Le processus a été comment? On rencontre tous les acteurs de la grande distribution. On demande leurs besoins et le profil souhaité. Donc, quand on a fait cet inventaire avec les sociétés de la grande distribution, on monte avec nos structures, l'AGFOP, le CIDFOR, l'IPNET, et les experts de la grande distribution le programme en fonction du profil recherché. Et sur un temps relativement court, il y a une formation théorique dans nos dispositifs et la formation pratique, comme dit là, en alternance à la grande distribution, et 75% et 25% au niveau théorique. Et à la fin, comme ces jeunes se comportent relativement bien en entreprise et dans la grande distribution, ils sont recrutés directement. L'avantage, c'est que tous ces jeunes diplômés sans emploi ont un niveau de base relativement intéressant qui permet de comprendre vite le programme et de s'insérer très rapidement en activité sur une période relativement courte. Donc c'est une chance qu'on leur donne d'être formés à des métiers et de pouvoir intégrer. On a encore d'autres expériences parce que nous discutons avec les entreprises. Je crois que le plus important, c'est d'avoir le répertoire des métiers et des postes non pourvus. Il y en a beaucoup. C'est relativement important dans nos systèmes, mais il faut aller vers les entreprises pour comprendre leurs besoins et faire en sorte qu'il y ait une chance, une deuxième chance à ces jeunes de pouvoir être formés en fonction des besoins. On a aujourd'hui un groupe qui, dans le BTP, les infrastructures, ils sont une trentaine de jeunes dans les sociétés de BTP qui ont été recrutés, qui sont en formation en Europe, en France notamment. À leur retour, avant même de partir, ces 35 ont été déjà recrutés par les entreprises. Donc chacun sait ce qu'il attend dans le domaine de la formation et ce qu'il attend aussi à son retour, parce que le poste est déjà là. D'accord. Dominique? Monsieur le ministre, est-ce qu'il y a suffisamment d'entreprises où les jeunes élèves pourront, n'est-ce pas, passer les 75% de leur formation? Je pense que dans la réforme que nous sommes en train de faire, c'est non seulement discuter avec les entreprises pour que ce système dual s'installe progressivement dans notre pays, pour accroître les compétences réelles de nos jeunes en formation. Parce que se passe-t-il en entreprise? D'abord, il y a la réalité de l'entreprise, il y a la réalité de la formation. Vous avez vu dans le reportage au lycée technique, les jeunes travaillent sur des machines. Mais est-ce que ce sont les mêmes machines qu'on utilise en entreprise? C'est la raison pour laquelle je dis que cette synergie entre la formation et l'entreprise est indispensable et nécessaire, même vitale pour nous et pour les jeunes. Donc il faut créer, c'est vrai que ce n'est pas encore notre culture. Si vous allez dans certains pays, c'est leur culture. Mais progressivement, les entreprises sont en train de comprendre. On nous pose juste quelquefois la question, que gagnons-nous en termes de redevances? Mais le gouvernement réfléchit à tout ça. Vous prenez dans le domaine de l'apprentissage, il est prévu des crédits fiscaux pour ces entreprises qui acceptent d'accompagner l'État dans la formation et l'insertion des jeunes. Donc dans tous les pays qui ont ce système dual, il y a ces facilités. Mais ce que nous, aujourd'hui, au niveau du ministère, nous recherchons, c'est cette adéquation formation-emploi. Comment nous allons former des jeunes qui ne vont plus jamais être à la rue, mais qui vont directement avoir cette employabilité relativement élevée. Monsieur le ministre, je voudrais juste savoir à quel niveau vous êtes par rapport à la réforme que vous êtes en train d'entreprendre. En un mot, depuis 2021 que vous êtes là, est-ce qu'il y a eu des élèves qui sont allés en apprentissage et qui ont commencé à exercer, puisque vous avez dit tout à l'heure qu'ils bénéficiaient de formation, n'est-ce pas, à courte durée? Oui. L'école est-elle effective? La deuxième chance, celle de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance est effective parce qu'il y a un décret de 2019 qui détermine le périmètre de l'apprentissage et qui donne toutes ces facilités. Et donc, ce n'est pas nouveau. Nous sommes en train de mettre en application ce que le décret dit. Et dans ce décret qui porte sur l'apprentissage, il y a déjà cette alternance. On a, dans un premier programme, 2000 jeunes aujourd'hui qui ont été formés de façon théorique dans nos établissements. Il y en a pratiquement 78 établissements qui ont été identifiés pour accueillir ces jeunes. Ils étaient près de 2000. Ils ont fait la partie théorique et ils sont en entreprise aujourd'hui en train de faire la partie pratique. Si vous prenez tous ceux qui sont dans le domaine de la boulangerie, pâtisserie, qui ont fait la formation au lycée hôtelier de la Riviera, ils sont nombreux aujourd'hui qui sont en entreprise et qui font
la formation pratique. Bon, au niveau de l'apprentissage en alternance, dans ce cas-là, ce qu'on n'a pas encore mis clairement sur la table, c'est est-ce que les entreprises vont embaucher tous ces 2000? Et donc, dans le projet que nous mettons, il y a l'entrepreneuriat. Certains pourront s'installer à leur propre compte. Et d'autres vont être en entreprise, effectivement. Mais ça a existé. Dans très peu de temps, dans quelques jours, on va lancer un deuxième programme de 4000 jeunes en apprentissage. Une partie théorique, une partie en entreprise. Donc, c'est la réalité. Et puis, le programme Grande Distribution fait partie de l'école La Deuxième Chance. Les jeunes, il y a une première cohorte de 140 jeunes qui ont été formés, qui vont être diplômés et qui sont déjà employés. Mais il y a aussi une deuxième cohorte de 500 dont la formation commence maintenant. On souhaiterait même que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, puisse lancer officiellement pour que la population voit que c'est une réalité, cette école La Deuxième Chance. Mais mes collaborateurs continuent de travailler sur le cadre institutionnel de La Deuxième Chance. Quel type de diplôme et comment on les réintègre dans le système. Celui qui a eu un certificat de qualification professionnelle qui travaille, comment on fait un CAP, un BT et comment on le remet dans le circuit. C'est ça que nous sommes en train de faire. Mais c'est la réalité. Est-ce que vous avez prévu des fonds, n'est-ce pas, pour ceux qui voudraient s'installer à leur propre compte? Est-ce qu'il y a des kits qui sont prévus pour ceux-là? Voilà. Je crois qu'il y a plusieurs aspects à votre question. D'abord, quand on est en apprentissage, vous voyez, selon le dispositif que nous avons mis en place, si c'est l'apprentissage diplômant, ça va durer 3 ans. Donc la première année, l'apprenant, il a 20 000 francs. La deuxième année, il a 30 000 francs. La troisième année, il a 45 000 francs. Vous voyez, c'est une bourse. C'est un accompagnement qu'on leur donne pour pouvoir les intéresser, ne serait-ce que pour payer le transport. Et puis, il y a les 20 000, 40 000, c'est quoi? C'est mensuel? C'est mensuel, c'est un accompagnement qu'on leur donne pour pouvoir faire face à leurs petites dépenses. Mais il y a aussi le kit pour faire l'apprentissage. Parce que quand vous êtes dans ce système de formation professionnelle, l'élément essentiel, je dois le rappeler à la nation, c'est la sécurité de l'apprenant. Alors, où c'est qu'il trouve les outils? D'abord, pour sa propre sécurité et pour faire le travail pour lequel il est sur le terrain. Les outils, les petits outils. Donc, il y a ce kit-là qui est mis à leur disposition. Maintenant, celui qui sort, notre ambition aussi, et qui est la réalité, c'est de discuter avec des experts en microfinance pour permettre à certains de pouvoir s'installer. Lorsque nous étions sur le terrain pour lancer le projet Garage École à Bobo, nous sommes allés non pas avec les officiels uniquement, mais nous sommes venus aussi avec des partenaires spécialisés dans la microfinance pour voir la réalité de ce que nous sommes en train de faire. Donc tous ces jeunes maîtres artisans, c'est-à-dire des mécaniciens qu'on va former dans ce système de Garage École, qui vont sortir avec l'appui de l'État et avec l'appui des partenaires, ces jeunes pourront bénéficier de microfinance pour s'installer. Bon, naturellement, on va les appuyer pour rendre le système plus formel. D'accord. Je rappelle que vous pouvez nous joindre au 27 22 40 12 76 ou Régis Kofi au bout du fil pour recueillir vos préoccupations. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du Garage École qui a été lancé il y a une dizaine de jours par le Premier ministre. Quels sont les critères d'accueil? Alors, le Garage École que nous allons lancer... C'est un produit de l'école de la Deuxième Chance. Ça, c'est l'un des produits phares de l'école de la Deuxième Chance. Parce que le Garage École va avoir 2 types de publics. D'abord, les maîtres artisans, c'est-à-dire les mécaniciens qui travaillent déjà, comment on va, avec leurs fêtières et leur organisation, comment on va les recenser, comment on va renforcer leurs capacités pour qu'ils soient outillés pour travailler sur les nouveaux moteurs, sur la nouvelle technologie. Parce que la technologie évoluant, comment ces garagistes pourront rejoindre ce type de garage école, qui est un garage normal, mais avec des outils nouveaux, des équipements de pointe qui permettront aujourd'hui de faire face à tous les métiers liés au garage. Donc c'est vraiment un garage normal. Votre véhicule arrive, on va vous accueillir, et puis il va y avoir un formateur. Ce ne sont pas que les jeunes d'Abobo. Non, ce ne sont pas que des jeunes d'Abobo, mais on pense que, on pense pas, mais on va étendre ce projet Garage École à construire à Bobo dans un premier temps que l'opération pilote, et Yopougon, et puis progressivement aller vers l'intérieur. Mais votre question, le deuxième volet, c'est des jeunes talentueux
dans le garage, les métiers de la mécanique intéressent. Ces jeunes-là, ils vont avoir accès à ce garage école pour être formés très rapidement. C'est ce qu'on appelle le quick service. Sur 6 mois, ils vont pouvoir prendre un véhicule, faire le diagnostic, dire c'est ce qui ne marche pas dans le véhicule. Mais avec des formations de très haut niveau sur 6 mois dans un premier temps et puis évoluer progressivement. Mais donc, c'est vraiment un garage normal avec une salle de formation, avec des équipements de pointe et qui permettront aussi de former des jeunes aux métiers liés à la mécanique et aux activités connexes. Mais quand est-ce que ce garage va accueillir ses premiers apprenants? D'ici la fin de cette année, vous voyez, le chantier est relativement avancé. On est accompagné par des entreprises privées qui vont certifier en plus le travail des garagistes, des mécaniciens qui vont venir. Et donc, ça évolue progressivement. Je crois que, mais je dois reconnaître aussi qu'on a pris quelques moments de retard. Mais l'État supporte tout. Le financement est acquis et nous sommes en partenariat avec le secteur privé sur la construction de ce garage, son équipement et la formation. Mais en plus du garage école, il y a d'autres activités. On a au lycée technique un centre de formation au métier de l'installation du froid, dans le froid et la climatisation. Je vois que ça aussi, c'est une question de 10 mois. C'est aussi en construction. Et ça, c'est la réalité avec le secteur privé. Ça vous dit que la synergie entre la formation et le secteur privé est réelle. Parce que le privé a besoin aujourd'hui d'avoir des ouvriers compétents. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Monsieur le ministre, c'est une émission interactive et Régis Kofi a déjà recueilli les premières préoccupations des téléspectateurs. Régis Kofi. Et oui, on va démarrer avec M. Zaré qui nous appelle de Port-Boué, M. Zaré Ahmed. Il nous apprend que son petit frère qui a eu le BEPC dans l'enseignement général a fait la demande pour intégrer l'enseignement technique, mais il n'a pas encore eu gain de cause. Le jeune homme est encore à la maison. M. Soro Corona a une inquiétude. Qui sont ceux qui vont dispenser les cours dans ces établissements qui seront construits justement par l'État de Côte d'Ivoire si, au moment de recruter, il n'y a seulement que peu de postes à pourvoir? M. Bamba Bakari, lui, ne comprend pas pourquoi le BT, avec le BT, il est impossible justement de passer des concours de la fonction publique où le bac est exigé. Pourtant, il est dit que le BT est équivaut au baccalauréat. Monsieur Quadio nous appelle de Biancouma. Il souhaiterait avoir des détails sur le diplôme du CAP. Est-ce qu'il a encore une valeur? Voilà sa question. Et puis on va terminer avec M. Konaté Adabou qui souhaiterait savoir que fait le ministère pour l'insertion des jeunes qui ont choisi les établissements techniques et la formation professionnelle. Pour lui, au-delà de la formation, c'est l'étape la plus importante. Voici le lot des premières questions que nous posons au ministre ce soir. Alors, donc, M. Zaré qui est à Port-Boué, son petit frère qui a eu le BEPC a demandé à intégrer l'enseignement technique. Comment ça se passe exactement? Mais, je pense que comme on l'a expliqué, le directeur des examens concours l'a expliqué, soit il a eu le BEPC en année N, parce que pour le recrutement dans nos lycées techniques et lycées professionnels, lorsque vous êtes en classe de 3e d'une année N, si vous avez le BEPC ou pas, vous avez accès à nos établissements. C'est-à-dire qu'il faut remplir seulement la fiche. Donc, s'il n'est plus en année N et qu'il est année N-1, N-2, c'est-à-dire qu'il n'est plus à l'école, mais il a le BPC, il passe seulement le concours. C'est ouvert, le concours. Et cette année, il y a eu, et le directeur l'a dit, l'a mentionné, tous ces jeunes qui se sont présentés au concours, il y a eu 97% de réussite. Parce que on a estimé qu'ils ont besoin de formation et nous avons les demandes d'ouvriers, les demandes de main-d'œuvre sont là. Donc notre ambition, c'est de recruter le maximum de jeunes possible dans nos établissements. C'est ce qui a été fait. S'il n'est pas recruté aujourd'hui, c'est parce qu'il ne s'est pas présenté au concours. Alors, donc, il peut le faire maintenant, ou peut-être l'année prochaine au concours, parce qu'il a le droit à la formation professionnelle. Monsieur Soro Corona se préoccupe de savoir
si vous aurez suffisamment ou comment vous allez faire pour avoir le maximum d'enseignants possible pour dispenser les cours dans vos établissements? Voilà. Je pense que ça, c'est une excellente question. Parce que souvent, on nous dit, vous allez créer les établissements, mais où c'est que vous allez trouver les enseignants? Nous sommes dans une formation professionnalisante. On est dans une structure où on doit former les gens au métier. Les enseignants, c'est vous. Les enseignants, si aujourd'hui j'ai créé une école dans le domaine de la communication, où c'est que je vais trouver les gens? C'est vous. Et donc, on va leur rechercher les entreprises. Ils sont là. Si vous allez dans le domaine former des boulangers, c'est des boulangers qui forment des boulangers. Si vous êtes dans la bijouterie, ils sont là, les bijoutiers. Donc, il faut créer le cadre pour que les experts, les ouvriers qui sont, les techniciens supérieurs qui sont dans les entreprises puissent venir enseigner les plus jeunes. Je crois que dans une vie antérieure, ce sont ces ingénieurs en poste que nous avons recrutés davantage pour venir comme vacataires. Donc, mais l'État, aujourd'hui, on a des programmes de formation de formateurs. Et les accords que nous faisons aujourd'hui avec nos partenaires ont plusieurs aspects. Le premier, c'est la rénovation de nos programmes. Le deuxième, c'est la formation des formateurs. Comment on peut renouveler en permanence leurs connaissances. Mais en réalité, la synergie que nous créons aujourd'hui avec les entreprises consiste aussi, si les entreprises nous aident à revoir nos programmes de formation, les entreprises nous accompagneront aussi en libérant certains de leurs experts à venir faire la formation dans nos lycées. Sur ce point, il n'y a pas d'inquiétude parce que ça a été une partie de ma vie. Je n'ai fait que ça. Quand vous êtes dans une formation de haut niveau, vous allez chercher les gens qui sont professionnels pour venir faire la formation aux jeunes. Parce qu'en faisant la formation à ces jeunes, ils détectent aussi ceux qui vont pouvoir travailler avec eux. Ils vont vous créer aussi des postes de stage. Donc cette liaison, cette relation que nous créons avec les entreprises a plusieurs aspects bénéfiques même pour la formation professionnelle. Évidemment, on a aussi des partenaires qui, en nous aidant à créer les écoles, nous proposent aussi de nous aider dans la formation de formateurs. Vous voyez tous ces 7 lycées professionnels que nous sommes en train de créer, Ebimpe, Yamoussoukro, Diabo, Dabakala, Kong, Korogo, Béléban. On a dans ce projet, l'État a négocié la formation des formateurs avec nos partenaires. Et donc, il y a plus de 100 enseignants qui vont être formés chez nos partenaires en fonction des filières qui auront été retenues par chaque lycée. Ça existe. À l'IPNET, nous avons aussi, qui est notre institut de formation, on recrute davantage de jeunes, on vient perfectionner ces jeunes pour qu'ils puissent aller enseigner. Et donc, on a tout un dispositif de formation de formateurs aujourd'hui qui est en cours. Et donc, sur ce point, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas réellement d'inquiétude, mais il faut qu'on ait les moyens pour intéresser les jeunes à venir d'abord dans notre dispositif et les experts et les ouvriers qualifiés, tous ces gens qui vont venir aussi enseigner. La preuve, tous ceux que nous avons fait partie aujourd'hui en France pour être formés dans les métiers qui ont été choisis, retenus, ce que nous avons discuté, signé avec les entreprises, c'est que l'État supporte tous les coûts, mais en retour, lorsque ces jeunes vont commencer à travailler et que nous allons rapatrier ces formations, ces jeunes constitueront le corpus d'enseignants pour nos futurs. Ils passeront combien de temps en France? Ils vont passer entre 6 et 10 semaines. Et quelles sont les garanties que vous avez prises pour ne pas qu'ils se fondent dans la nature? C'est une bonne question. On a non seulement des collaborateurs qui ont été commis à les accompagner sur place et qui supervisent la formation pour qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Bon, on souhaite, et je crois que ce n'est pas une crainte, parce que ces jeunes sont déjà recrutés en entreprise. Donc c'est dans leur intérêt de revenir parce que le travail est déjà garanti. D'accord. Monsieur Bamba Bakari pose un problème d'équivalence. Le BT qui équivaut au bac, mais qui ne permet pas de passer les concours de la fonction publique. Pourquoi? Mais je pense que ça, c'est des négociations internes qu'il faut. Et c'est des problèmes, vous voyez, les équivalences, c'est très souvent récurrent. On dit, comme j'ai un BT, est-ce que je peux aller faire le baccalauréat? Mais c'est des univers relativement différents. Quand vous êtes en train de faire un brevet de technicien, vous avez un contenu de la formation qui est relativement différent de ce qu'un bac on fait dans un bac. D'abord, c'est quel type de bac vous allez faire? C'est un bac A, c'est un bac D, c'est un bac C, vous voyez? Ou quel type de bac? Donc, mais nous, ce qui suit, c'est qu'on vous forme au métier. Et pour qu'il y ait ces correspondances, il faut peut-être qu'on étudie au cas par cas et négocier aussi pour que ces jeunes puissent passer ce type de concours. Mais vraiment, on est ouvert à la discussion pour régler ces cas, pour attirer davantage dans notre système.
Monsieur le ministre, quelle est la place de l'enseignement privé dans tout ce dispositif-là? Oui, je crois que ça, c'est aussi une très bonne question. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, j'ai indiqué que nous avons 67 établissements publics pour le moment et près de 580 établissements privés. Une majorité écrasante. C'est une majorité écrasante, mais parce qu'à un moment donné, il y a eu besoin d'investir dans ce domaine par le privé. Et je crois que c'est relativement important et moi, je félicite tous ces fondateurs qui ont investi dans ce domaine pour pouvoir aider l'État à former nos jeunes. Mais je dois aussi reconnaître que ces établissements privés ont des niveaux relativement variables et sont dans des filières relativement différentes parce que là où la formation professionnelle, on attend davantage d'industriels, les établissements privés sont beaucoup plus dans le tertiaire parce que le tertiaire, c'est peut-être moins coûteux en équipement que investir dans l'industrie, dans la formation industrielle qui demande, il y a une exigence d'équipement relativement coûteux et je crois que les établissements privés ne font pas. Mais je crois que pour le moment, il y a à peu près 70% de nos élèves qui sont, de nos apprenants qui sont dans le privé, près de 30% seulement qui sont dans le public. Mais ça doit, l'État fait des efforts justement en construisant ces programmes de nouveaux lycées. D'abord, premier programme de 7 lycées, de 3 autres lycées, puis progressivement un grand programme de 12 lycées. Je crois que ça va aller. Monsieur le ministre, est-ce que vous ne pouvez pas supprimer des formations dans certaines filières si elles ne sont pas porteuses? Je crois que c'est... On nous a souvent posé cette question. C'est la raison pour laquelle ce que nous recherchons aujourd'hui, en attirant les élèves talentueux, c'est de leur offrir l'emploi. Et donc, l'État, aujourd'hui, le ministère n'affecte plus. On demande aux étudiants qui sont en classe de 3e de choisir eux-mêmes la filière et l'établissement de leur choix, pour ne pas me répéter. Et donc, il y a ces choix qui sont faits en toute transparence par les apprenants eux-mêmes. Et donc, si vous allez en comptabilité, vous savez que les horizons sont relativement bouchés, ça, c'est à nous vraiment de vous déconseiller. Mais il y a des filières qui sont vraiment porteuses. Justement, un appendice à la question de Dominique. Quels sont les besoins du marché? Quels sont les profils qui sont recherchés par les entreprises aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, quand vous êtes sur le terrain, vous voyez que notre pays est en chantier. Dans le BTP, surtout dans les TP, il y a des profils relativement intéressants, que ce soit les machinistes, c'est-à-dire les conducteurs d'engins lourds. C'est la raison pour laquelle on a privilégié dans la formation aujourd'hui en France la conduite, les experts ou les jeunes ouvriers qu'on va spécialiser dans la conduite d'engins lourds. Ça, c'est un profil qui est relativement recherché. Vous avez même les plombiers sur les routes. Vous avez les paysagistes. Vous avez, dans le secteur du tourisme aujourd'hui, de nombreux emplois qui ne sont pas encore pourvus. Quelquefois, pour une simple raison, on nous demande d'avoir des étudiants qui non seulement sont bons techniquement, mais qui pratiquent la langue anglaise. Et dans la réforme que nous faisons aussi, je ne vous cache pas, nous négocions aujourd'hui avec des partenaires au Ghana pour pouvoir faire la formation dans cette langue et faire en sorte aussi que les jeunes, à leur retour, puissent trouver le travail. Donc, la réforme touche aussi les profils recherchés. Vous savez, aujourd'hui, dans le domaine même de la pâtisserie, dans la restauration, l'hôtellerie, les besoins sont là. Dans le domaine de la culture, les profils sont recherchés, sont là. Comment nous, on adresse tout ça? Dans le domaine de l'agriculture, n'en parlons pas. Les agro-industries recherchent aussi certains profils. Chercher aussi des seigneurs au niveau de l'agriculture. On n'en a pas. Il faut former sur les plantations de palmiers. Les experts qui vont pouvoir cueillir, il faut les former. L'utilisation de certains outils. Et donc, l'idée, c'est de faire l'inventaire de tous ces besoins et de pouvoir expliquer aux jeunes, les recruter et adresser ces formations. Monsieur le ministre, est-ce que toutes les reconversions sont possibles? Je prends un exemple, un économiste est-ce qu'il peut devenir technicien du froid dans l'école de la deuxième chance? Je crois que c'est ce que nous recherchons. Vous savez, mais ça va poser un problème fondamental de formation initiale à reprendre. Non. Je pense que c'est ça qui est important. Vous savez, à un certain niveau de base, l'apprentissage est plus rapide. Je dis bien à un certain niveau de base, l'apprentissage est plus rapide. Et ce que nous proposons aujourd'hui, dans la reconversion,
c'est d'abord la passion et le talent. Si l'apprenant, il est passionné, il est talentueux, en l'espace de 6 mois, il se reconvertit. Nous avons vu des personnes qui ont des diplômes relativement élevés, qui sont revenus chercher des CAP parce que le domaine dans lequel ils doivent exercer nécessite d'avoir un apprentissage, d'avoir des connaissances de niveau CAP. Et donc, ça marche. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la volonté. Vous avez vu le lycée technique en réhabilitation. Le lycée technique va jouer plusieurs rôles. Le lycée technique Cocody. Nous allons installer près de 10 salles équipées en micro-ordinateurs et formées pour les besoins de notre économie des jeunes aux techniques, au TIC. Mais donc, il est possible de prendre des jeunes diplômés et de les former en l'espace d'1 année dans certains domaines. Et ça va marcher rapidement. La seule chose qu'on leur demande, c'est la volonté. Tout est possible. Prendre un jeune, en 6 mois, il devient boulanger. Prendre un jeune, en 6 mois, il peut devenir carreleur. Mais quelquefois, il sera carreleur parce qu'il va être employeur, créer son entreprise et prendre des CAP, des BT pour faire le travail. Mais il a une notion lui-même de ce que c'est que le carrelage. Donc, tout est possible. Il faut la volonté. D'accord, finalement, dernière question sur l'école de la deuxième chance. Quelle est la différence de vos prestations par rapport au service du ministère de la promotion des jeunes à travers le service emploi jeunes? Quelle est la différence? Oui, en fait, nous sommes des ministères complémentaires. Et la preuve, on a des réunions conjointes pour définir les activités que nous allons faire. On travaille pour les mêmes jeunes. L'ambition du président de la République, c'est de faire en sorte que tous les jeunes de ce pays puissent trouver le travail, être formés et trouver le travail. Nous avons lancé, il y a quelques jours, j'y étais, le programme national de stage. Parce que c'est vrai que lorsque vous faites un BTS, il vous faut trouver un stage pour que le diplôme soit validé. Mais lorsque vous avez fait le stage, parce que quelquefois pour trouver le stage, ce n'est pas évident. Lorsque le ministère en charge de la promotion de la jeunesse vous a trouvé le stage et que vous avez fini votre BTS, vous avez le diplôme, si vous n'avez pas le travail immédiatement et que vous demandez la reconversion, vous savez que vous allez venir dans notre école la deuxième chance. Et avec l'agence emploi jeune, on va vous reconvertir à notre métier. Et puis, lorsqu'on vous on va faire cette reconversion, vous avez automatiquement le travail parce que vous avez un BTS, je dis n'importe quoi de comptabilité, et maintenant on demande le profil de quelqu'un qui va être boulanger ou qui va être machiniste et ça vous intéresse. Nous, on vous forme rapidement en quelques semaines, vous avez la qualification, vous intégrez l'emploi. Et puis, progressivement, vous pouvez faire autre chose, mais le premier emploi, vous l'avez. Donc, nous sommes complémentaires. Et c'est la raison pour laquelle on a des programmes, on se rencontre, on discute, vous avez le projet, la grande distribution, on l'a monté ensemble avec l'agence emploi jeune qui a permis de financer une partie de la formation des jeunes. Dans le cadre du projet PGDEC. Je crois qu'on va poursuivre cette collaboration pour adresser le maximum de jeunes. Dans le domaine de l'apprentissage, on est aussi ensemble, puisque c'est l'AGFOP qui accompagne. L'AGFOP dépend du ministère de la formation professionnelle, mais c'est l'AGFOP qui accompagne le ministère en charge de la promotion des jeunes dans ces activités. Donc, on est complémentaires et figurez-vous qu'il y a un grand nombre de jeunes. Donc, il faut un grand nombre aussi d'idées, de personnes pour pouvoir adresser la question. Je pense qu'on travaille vraiment de façon concertée sur ces questions. Monsieur le ministre, l'autre volet important de votre réforme, c'est l'Académie des talents. Et on voudrait bien comprendre de quoi il s'agit. Le tableau est à votre disposition. Voilà. Je crois que j'ai une formation, je suis enseignant. Je pense que l'Académie des talents, il faut peut-être que j'explique pour que les élèves qui sont en 3e, comme ce garçon qui a posé la question, puissent se retrouver dans le schéma et progressivement viennent dans... Voilà. Comme dans une vie antérieure à l'amphithéâtre. Comme dans une vie antérieure à l'amphithéâtre, vous voyez, tout se décide ici à la classe de 3e. Du CP1 jusqu'à la classe de 3e, l'élève qui a le BEPC, qui a 12 de moyenne en mathématiques, qui a 12 de moyenne en physique et qui est bon en français, il peut venir à l'enseignement technique. S'il vient à l'enseignement technique, il va faire une seconde technique, il va faire une première technique, une terminale technique, et plus tard, on souhaite, il va passer à l'enseignement supérieur, mais rester dans le système. Mais celui, malheureusement, qui est venu et qui n'est pas venu à l'enseignement technique, vous voyez, ça, je parle aussi aux élèves de 3e qui sont en 3e durant l'année 2023 et qui sont talentueux
nous souhaiterions peut-être les accueillir au lycée technique, soit de Cocody, qui a été réhabilité, soit de Yopougon, soit de Boaké. Et ils vont faire un bac E, un bac F1, un bac F2, un bac F3, et à Yopougon, un bac F7. Mais à Boaké aussi, ils vont faire les mêmes types de formation. À Boaké, il y a en plus de ce que je dis, un bac F4 qui est BTP. Mais alors, ça, c'est les élèves qui sont talentueux. Je souhaite vraiment que ceux qui aspirent à venir à l'enseignement technique, et je crois que pour l'avenir du pays, c'est important de venir ici, avoir des bacs, des bacs technologiques pour devenir des ingénieurs industriels. Je crois que c'est ça qui est important. Alors, ici, mais ceux qui n'ont pas cette moyenne d'orientation et qui ont été mis à l'enseignement au lycée professionnel, ils vont faire un BT, un brevet technicien, en première année, deuxième année, troisième année, et ils vont voir un brevet technicien. Mais ça leur permet d'aller directement, ils ont le brevet technicien, ça leur permet d'avoir directement le travail, le secteur privé, d'être là. Et donc, l'appel, c'est ici. Après la troisième, on a l'occasion de venir à l'enseignement technique ou au lycée professionnel. Alors, au lycée professionnel, celui qui n'a pas le BEPC, qui ne se décourage pas, il vient à l'enseignement au lycée professionnel pour avoir une autre carrière de technicien. Il va pouvoir rejoindre après l'enseignement parce que tout est lié. Et donc, sur ce schéma, ce que je voudrais montrer, c'est comment on accède au lycée technique après la troisième. D'accord. Alors, et puis, donc, voici les différents bacs qui sont à la disposition des parcours. Celui qui vient, après la troisième, il vient à l'enseignement technique. Il est très talentueux en mathématiques, il est bon en physique, il va faire une première E. Il va faire une terminale E. Et dans le dispositif qu'on met en place à partir de 2023, il va faire des classes préparatoires technologie, sciences industrielles, et pour lui permettre d'aller dans des cycles d'ingénieurs industriels. Donc, quand on vient au lycée de technique de Cocody, on a ce parcours parce qu'on est vraiment talentueux, on est bon. Je souhaite vraiment, on est passé de 5 classes de terminale E à seulement une classe. Comment on peut satisfaire inverser la tendance. C'est d'avoir, donc l'appel aujourd'hui, c'est que les élèves qui sont sur toute l'étendue du territoire, c'est la raison pour laquelle l'État va mettre beaucoup d'argent dans le lycée technique de Cocody, en fait un pôle d'excellence. Actuellement, les salles sont relativement rénovées, réhabilitées. C'est pratiquement fini, l'école a recommencé. Il va falloir terminer maintenant les laboratoires et créer, dans un avenir proche, maintenant on discute, un internat. Parce que sur tout le temps de la Côte d'Ivoire, il faut pouvoir accueillir à Cocody les meilleurs élèves et en faire un pôle d'excellence au niveau de la technologie pour notre pays. C'est important pour notre pays. Maintenant, celui qui vient en seconde T1, malheureusement, après la première année, il a quelques faiblesses en mathématiques et en physique, il va faire la première F. Il va faire la terminale F1, il va en première F1, et il va, il est bon en mécanique, il va faire plus tard un diplôme d'ingénieur de spécialité en mécanique. Je crois que c'est important, recherché par les entreprises, parce que tout ça, c'est important. Alors, un groupe va venir en première F2, qui est pour ceux qui ont la passion pour l'électronique. Aujourd'hui, je crois que quand vous prenez les nouveaux moteurs, même la technologie nouvelle, c'est l'électronique. On parle de mécatronique, la mécanique et l'électronique. Donc, on a besoin de jeunes qui vont faire l'électronique. Pour cela aussi, on négocie avec des partenaires pour qu'ils aillent faire, à Bac+5, des ingénieurs de spécialité. Il y a aussi ceux qui vont faire l'électrotechnique. Donc, à partir de la troisième, quand on vient au lycée technique, on a ce système à disposition. Il faut que les élèves qui sont en troisième, sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, sachent, parce qu'on n'a pas suffisamment informé. C'est la raison pour laquelle on n'a pas accueilli aussi les 5%, c'est aussi lié aux questions de communication. On n'a pas expliqué. Alors, il y a à Boaké, par exemple, on a ceux qui vont venir en seconde T2, ils vont faire le bac F4 et la première F4 et le bac F4 qui est lié au BTP. Tous ces jeunes, ils ont leur place. Je crois que, donc, c'est des bacs techniques. Alors, à Yopougon, un autre élément, c'est, vous voyez, ceux qui vont faire la seconde T3, ils vont faire la première F7
Et puis, ils vont faire un diplôme de biochimie. Je crois que dans l'industrie agroalimentaire, ces jeunes sont recherchés. Ceux qui vont faire Yopougon sont vraiment recherchés. Mais en plus de tout ce qui est vraiment technique, tous ces bacs techniques, il y a aussi des bacs B, hein, ceux qui vont faire l'économie, ceux qui vont faire le secrétariat. Ils sont nombreux et nombreuses, hein, ces assistants de direction, et puis la comptabilité. Et donc, quand on vient au lycée technique, après la classe de 3e, hein, il y a tous ces jeunes qui sont très bons en mathématiques, qui vont avoir du bac E au bac F à leur disposition, et ceux qui vont entrer par le bac, qui vont faire la biochimie, et qui vont faire l'économie, et qui vont faire aussi le secrétariat et la comptabilité. Donc, l'idée, c'est d'informer les jeunes qui sont talentueux, qu'on ne vient pas dans notre système pour échouer. On vient dans notre système parce qu'on a un talent. Et la réforme aussi, je ne cache pas, il faut que je sois honnête avec les jeunes, on ne vient pas dans un lycée technique pour être envoyé. Parce que souvent, on arrive, on a un problème quelconque. Celui qui vient dans notre système et qui, pour une raison quelconque, ne s'en sort pas, il va aller au lycée professionnel. D'accord. Et donc, il a une voie de sortie que nous garantissons. Et donc, ce jeune qui a fait le BEPC et qui n'a pas trouvé, il faut qu'il se rapproche de notre dispositif pour que lui, il ait un emploi. Alors, vous voyez, au niveau de la formation professionnelle, voilà. Voilà, la formation professionnelle. Ici, avant, on rentrait à la formation professionnelle à partir de la 5e. Donc, on vient faire un CAP à partir de la 5e. Dorénavant, dans la réforme, on va se positionner depuis le CM2 depuis le CM2 pour éviter les déperditions. Il y a des enfants qui sont talentueux. Et donc, on leur donne la possibilité de venir à la formation professionnelle. Depuis le berceau scolaire. Depuis le berceau, mettre dans la tête qu'ils peuvent avoir leur épanouissement en venant dans notre système. Donc, pour tous ces élèves qui sont âgés de minimum 12 ans, ils vont venir à la formation professionnelle à partir du CM2. Quand ils arrivent au CM2 et qu'ils éprouvent, ils sont talentueux, on donne la chance à tous les élèves d'avoir à choisir entre la formation et l'enseignement général et très tôt apprendre un métier. Et donc, quand on arrive à partir du CM2, le dispositif a été proposé, testé. On va faire la première année prépa 1, prépa CAP, prépa 1 CAP, la deuxième année prépa 2 CAP, et le CAP, ça se fera en 2 ans. Et donc, un jeune qui arrive en 6e et qui a malheureusement des difficultés, il va nous rejoindre à partir du prépa CAP, du prépa 1 CAP. Un jeune qui arrive en classe de 5e et qui a quelques difficultés, il va nous rejoindre à partir du prépa 2 CAP. Un jeune qui arrive en 4e et qui a des difficultés vient directement en première année de CAP. Et un jeune qui a des difficultés à partir de la 3e lui-même, de la 4e, il vient effectivement ici. Et donc, le CAP va se faire en 4 ans. 2 années préparatoires au CAP et 2 années d'intense, parce que durant les 2 premières années, on a pris contact, on s'est familiarisé au métier. Et donc, la 2e année, on a choisi soit l'agriculture, soit l'industrie, soit les infrastructures. Et en 2 ans, on va faire un CAP qui est lié au secteur productif. Donc, le jeune, il sait faire quelque chose. Et puis, il va continuer par le biais des concours passerelles au BT, au BT1, BT2, BT3. Il sait faire quelque chose. Il ne peut plus chômer. Maintenant, par le biais des cours que nous mettons en ligne, des cours du soir, il va probablement refaire un bac technique et gagner sa vie d'une directe. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, pour cette démonstration talentueuse. Vous pouvez vous rasseoir. Je voudrais simplement que vous nous rassuriez sur le fait que ce n'est pas une réforme cosmétique. C'est-à-dire une réforme belle qui ne va pas donner de fruits. Non, je pense que ce pays... Il ne va rester que dans les tiroirs. Ah non. Je pense que le président de la République, le Premier ministre, sont des personnalités pragmatiques. Si ce projet est soutenu, c'est parce qu'on a à cœur de former d'abord nos jeunes au métier et de leur donner du travail.
Lorsque vous avez de nombreux jeunes qui sont dans la rue, ce n'est pas la sécurité. Lorsque vous avez de nombreux jeunes qui sont en entreprise, je crois que c'est le dynamisme de la population, c'est la stabilité, c'est l'épanouissement de tous ces jeunes. Je crois que ces réformes sont réelles. La seule chose pour laquelle on a eu quelques difficultés, c'est la communication. Vous voyez, ces jeunes, aujourd'hui, il y a eu le BPC. Ils ne peuvent pas aller à la rue parce que nous avons le dispositif pour le prendre. Et donc, les investissements qui sont en train d'être faits, ça vise aussi à accroître le nombre de places. Et ce que nous avons fait aussi, vous savez, on a transformé certains centres de formation professionnelle en lycées parce que ces centres n'avaient que le circuit CAP. On a remis le BT, mis les enseignants en confiance. Il y a peut-être quelques équipements à faire. On se donne rendez-vous dans combien de temps? Comment? On se donne rendez-vous dans combien de temps pour apprécier tout ça? À la fin de 2003, vous m'invitez encore sur votre plateau, je vous dis les résultats. Justement, c'est par rapport aux élèves de CM2. Là. Ça va commencer quand? L'année prochaine? Ça a commencé déjà dans des établissements tests et on va généraliser maintenant, puisque c'est quoi? Prendre les élèves de CM2, c'est déperdition. L'idée, c'est, M. Kone, est-ce qu'on va continuer de faire l'école à deuxième chance? Il faut peut-être passer à l'école de la première chance. Donner la possibilité à des jeunes directement de comprendre ce que c'est que la formation professionnelle. De se mettre dans le bon circuit. Se mettre dans le bon circuit. Dès le départ. Dès le départ. C'est ça l'ambition du gouvernement aujourd'hui. Donc, on va pas continuer avec depuis le CM2. Depuis le CM2. D'accord. Oui, alors, oui, rapidement, avant de passer à Régis. Pourquoi ne pas commencer à sensibiliser les élèves depuis la classe de 4e par rapport à l'entrée, n'est-ce pas, dans l'enseignement technique? Puisqu'en 3e, l'information ne passe pas suffisamment. Est-ce que vous ne pouvez pas commencer en 4e, 5e, préparer les élèves à cela déjà? Parce que vous avez une démographie qui est importante aujourd'hui. Vous avez une démographie qui est importante à partir du CM2 et éviter les déperditions. Et donc, je ne dis pas qu'on va prendre tout le monde. Ceux qui sont talentueux vont peut-être poursuivre à l'enseignement général et on va les récupérer à la classe de 3e. Mais les autres, entre le CP1 et le CM2, la 6e, qu'est-ce que vous en faites de ces jeunes qui ont été exclus du système ou qui ont des difficultés à poursuivre? C'est de les remettre au métier très tôt, comme ça se fait dans d'autres pays. Donner le goût pour que ces jeunes viennent dans nos systèmes et apprennent le métier. Et vous allez voir qu'on va régler pas mal de problèmes après le CM2. D'accord. Régis Kofi, vous avez la parole pour le dernier tour d'intervention des téléspectateurs. Voilà, pour cette deuxième vague, nous allons recueillir deux questions. On va commencer par celle de M. Zamblé Eric, qui fait remarquer qu'il y a des entreprises qui ont en leur sein des établissements pour former des jeunes sur des technologies avancées. Quels sont justement les rapports du ministère avec ces entreprises? Et puis on en vient à la question de M. Mimi qui voudrait savoir à quel âge peut-on intégrer l'enseignement technique? Est-ce qu'à 40 ans c'est encore possible si on a obtenu le BEPC? Voilà pour cette vague. Merci Régis Kofi. M. Zamblé dit qu'il y a des établissements qui disposent des établissements professionnels, des entreprises qui ont des écoles. Quels sont les rapports, les partenariats qui peuvent exister? Oui, je crois que c'est important, mais à quel moment les entreprises ont créé leur centre de formation? Ce n'est pas à une entreprise de créer un centre de formation, surtout lorsqu'on doit, ces entreprises doivent donner des diplômes. Le diplôme, c'est le pouvoir public qui donne. Mais ces entreprises ont créé ces centres de formation parce que ça n'existait pas, parce qu'il y a un déficit aujourd'hui en qualité et en effectif. Et donc l'idée, c'est de se mettre ensemble. Est-ce que vous allez normaliser, régulariser cela? Non, l'idée c'est qu'on a des accords avec certaines entreprises dans le domaine de l'apprentissage. Parce que quand on a énuméré les centres d'apprentissage, il y a des entreprises effectivement qui ont des centres d'apprentissage qui recrutent des jeunes, qui les forment parce qu'elles ont besoin très rapidement de former par elles-mêmes certains jeunes pour pouvoir les utiliser. Mais le rôle de l'État, c'est de créer des établissements de très bon niveau et d'adresser tous les besoins des entreprises. Pour une entreprise X, est-ce qu'elle va former les agents de ses concurrents? C'est à nous de former pour tout le monde de façon objective et équitable. À quel âge on peut rentrer dans l'enseignement technique? Alors, ceux qui sont, la question a plusieurs volets.
vous avez au niveau de la formation professionnelle, voilà. Donc, on vient pour faire l'apprentissage. C'est à partir de 14 ans, on fait l'apprentissage. Mais quand on est dans le système d'apprentissage, il n'y a pas d'âge limite. Hein. Je crois que ça aussi, on a un programme comme ça pour adresser, dans le domaine de l'agriculture, les personnes qui souhaiteraient retourner à l'agriculture. Prenez un jeune d'un certain âge qui a le foncier, qui veut se développer ce foncier, avoir l'agriculture, faire l'agriculture. On a un programme pour c'est le champ école, hein, qui permet de venir dans notre dispositif, faire la pratique, la théorie et la pratique sur le terrain pour lui permettre de donner les rudiments. Donc, à tout âge, pour certaines activités, on peut rentrer dans le milieu professionnel et se refaire une formation qualifiante et exercer un métier. D'accord. Le champ école. Oui, allez-y. Le champ école, ça commence quand? Mais le champ école a commencé, puisqu'on a testé ailleurs et ça a bien marché. Le champ école a permis aussi de former des jeunes, les reconvertir et faire en sorte que ces jeunes puissent avoir la technologie, la technicité nécessaire pour avoir une agriculture à haut rendement. Je crois que c'est ça aussi, et moins dévorer d'espace. Je crois que c'est ça la technique du champ école, former les gens, mais ça va se propager progressivement. Nous sommes en train de travailler sur ces questions et pour recruter un certain nombre de jeunes intéressés par l'agriculture, les former aux métiers et aux techniques agricoles de façon à ce que ces jeunes puissent s'installer à leur propre compte. Je crois que il y a également le chantier école. Alors, le chantier école, ça aussi, c'est différent. Vous savez, il y a des entreprises qui sont sur le terrain et qui ont besoin de main-d'œuvre, quelquefois, n'arrivent pas à recruter. Nous allons recruter, on recrute des jeunes et on les met sur le terrain pour que, sur le chantier, les jeunes apprennent directement le métier. Et donc, ça aussi, il y a un accompagnement pour ces jeunes. L'idée, dans le dispositif que nous faisons, c'est que personne ne soit oublié. D'accord. Les innovations au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, il y en a. Le ministère est lancé dans une opération de transformation profonde de l'enseignement technique. Différents directeurs livrent dans l'élément qui va suivre des acquis et les perspectives du département. Ahmed Traoré et Delphine Blas. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en accord avec l'ensemble des acteurs du système, a entrepris une série de concertations avec les milieux socio-professionnels. Cette démarche a pour objectif de doter la Côte d'Ivoire d'un véritable plan de réforme du secteur. Il s'agit également de proposer des réponses adéquates et durables aux problèmes posés. La formation initiale est donc la formation de base qui permet donc aux élèves, à partir d'un niveau donné, d'arriver à un autre niveau donné et sortir avec un diplôme. Notamment pour ce qui nous concerne à l'enseignement technique et la formation professionnelle, nous avons donc les baccalauréats, dont l'accès se fait à partir de la classe de 3e pour les lycées techniques, notamment celui de Abidjan-Cocody, Bouaké et Yopougon. Ce parcours est donc sanctionné par un baccalauréat de plusieurs séries, on considère entre autres les séries G, les séries F et le baccalauréat E. Et ensuite, nous avons donc la formation professionnelle, dont l'entrée se fait pour les CAP à partir de la classe de 5e et s'achève donc dans un centre de formation professionnelle sur 3 années de formation. Ensuite, nous avons les brevets de techniciens, dont le parcours est donc à partir de la classe de 3e, 3 années de formation dans un centre de formation professionnelle et les élèves sortent avec un brevet de technicien pour le secteur professionnel. Depuis cette année scolaire 2022-2023, les orientations se déroulent sur une plateforme informatique qui a été mise en œuvre par la volonté de Monsieur le ministre Kofi Nguessan, ministre du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et grâce à cette plateforme, les élèves formulent leurs vœux d'orientation scolaire. Et sur cette plateforme, les affectations, la sélection, sur la base des critères définis par la Commission nationale de sélection et d'affectation des élèves, les élèves sont orientés et affectés. Ce qu'il faudra ajouter à cette innovation, c'est que les enfants choisissent eux-mêmes leurs établissements. Contrairement aux années antérieures
où c'est la direction qui affecte les élèves dans les écoles. Cette fois-ci, c'est les élèves eux-mêmes qui s'affectent. À travers la Commission nationale de sélection et d'affectation, nous évaluons sur la base des critères ceux qu'ils méritent d'être dans les établissements d'excellence du ministère, comme le lycée technique d'Abidjan, celui de Bouaké, celui de Yopougon. Le gouvernement a décidé d'accélérer le processus de formulation de la stratégie, de l'intervention, de la formation professionnelle technique et de l'apprentissage dans la perspective de l'école obligatoire. L'ambition du gouvernement est d'accroître progressivement les effectifs de sorte à atteindre 30% à l'horizon 2030. Alors, nous sommes au dernier tour d'étape. Dominique? Oui. Dans l'élément qui vient de nous être proposé, je n'ai pas cru avoir entendu que soient cités les conseillers d'orientation. Pourtant, ils sont importants, n'est-ce pas, dans l'orientation des élèves. Alors, mais pourquoi vous les avez écartés? Alors, oui, c'est pas, on n'a pas écarté, nos personnels, on ne les a pas écartés. Vous voyez, dans le personnel, il y a les inspecteurs pédagogiques, les inspecteurs d'orientation, et pour éviter les plaintes des parents, parce que vous affectez un enfant dans un bon établissement qui a le dispositif, qui a de bons enseignants, mais l'enfant, l'apprenant, il est loin de son lieu de résidence. Que se passe-t-il? Tous les établissements n'ont pas l'internat. Et donc, quelquefois, on se dit, est-ce que les élèves et les parents de ces apprenants ne peuvent pas eux-mêmes choisir la formation qui correspond à leur profil et minimiser les coûts de formation en termes de déplacement, d'hébergement? Et donc, la formule qu'on a trouvée, c'est de demander aux jeunes, aux apprenants eux-mêmes, de choisir leur filière et de choisir en fonction de leur résidence pour que l'État n'ait pas à supporter d'autres difficultés liées aux conditions sociales des jeunes. D'accord, monsieur le ministre, toute cette réforme va coûter combien, finalement? Non, ça c'est une excellente question. Vous savez, je remercie vraiment le gouvernement et le président de la République parce que pour le budget 2023, il y a eu 44% d'accroissement du budget. Et en termes d'investissement, on passera pratiquement de 2 milliards à près de 8 milliards pour l'investissement dans le secteur. C'est-à-dire que le secteur formation professionnelle, enseignement technique tient à cœur au chef de l'État, au Premier ministre et au gouvernement. Parce qu'ils sont nombreux, tous ces jeunes, qu'on doit pouvoir former au métier et avoir une insertion décente et durable. Je crois que c'est des efforts que le gouvernement fait pour adresser ce problème d'employabilité des jeunes. Je crois que vous l'avez mentionné, le secteur privé est important. Les établissements privés jouent aussi un grand rôle. Le personnel, que ce soit les inspecteurs, les chefs d'établissement, qui au demeurant doivent aujourd'hui fonctionner comme des chefs d'entreprise, donner le goût du métier à leurs jeunes au niveau des établissements. Je crois que c'est ça que nous allons pouvoir faire. Toutes ces réformes vont concerner tout le personnel. Et même l'année scolaire, l'année de formation doit être différente de l'année scolaire, de l'année universitaire. Un jeune qui est en apprentissage, il n'a pas droit aux vacances, il est en entreprise, il est sur les plantations. Donc, c'est toutes les formes, mettre la Côte d'Ivoire au travail, parce que la formation professionnelle est importante. D'accord, la formation professionnelle est importante. Vous envisagez également de féminiser les filières industrielles. En 10 secondes, comment cela va se faire exactement? Mais je crois que, si vous voyez, on essaye d'attirer le maximum de jeunes filles dans notre système, parce que les filles qui vont venir, elles vont se rendre compte qu'elles ont des taux de bourse qui sont relativement attrayants. Il faut féminiser parce que dans les profils que les entreprises recherchent, quelquefois, il y a cette exigence de féminisation. Or, nous n'avons pas dans le secteur industriel de nombreuses cette population féminine. Comment les attirer alors qu'elles sont talentueuses? Vous allez voir, dans le cadre de l'école de la deuxième chance, les jeunes que nous allons former dans la conduite des engins, de nombreuses filles talentueuses qui vont aller en formation et qui vont revenir parce qu'elles ont du talent, parce qu'elles seront passionnées. On va mettre l'accent là-dessus. D'accord, en guise de conclusion, que voulez-vous qu'on retienne finalement de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage? Oui, moi je tiens vraiment à vous remercier pour nous donner l'occasion de parler aux jeunes aujourd'hui et d'expliquer la politique du gouvernement, la politique du chef de l'État. Parce que de nombreuses années durant, on a pensé que la formation professionnelle en enseignement technique, c'est pour les enfants et les jeunes qui n'ont pas réussi à entreprendre la formation générale. Je crois que c'est totalement, il faut inverser la tendance.
Parce que tous ces jeunes qui ont fait la formation générale, qui ont eu des diplômes, aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir pour eux l'école, la deuxième chance. Et quelquefois, ils reviennent en arrière chercher des diplômes qu'ils auraient pu faire des années auparavant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que tous les pays qui sont développés, que ce soit en Europe ou en Asie du Sud-Est, c'est la formation professionnelle. C'est avoir des ouvriers qualifiés, avoir des techniciens de haut niveau qui attirent aussi des investissements, qui ont un savoir-faire. Il y a des programmes, aujourd'hui au niveau même du gouvernement, au niveau des autres ministères. Je donne l'exemple. Avec le ministère de l'Enseignement, les lycées professionnels sont en train de construire des bennes pour aider au ramassage des ordures. C'est fait par les lycées techniques. Et lorsque on a fabriqué le premier coffre, tous ceux qui sont bons en électronique, comme j'ai mentionné, ils ont dit on va mettre des capteurs. Lorsque la benne est remplie, la société sera informée automatiquement. C'est l'ingéniosité de toute cette population jeune. Donc il faut tabler là-dessus pour que le développement soit accéléré. Donc l'idée ici, en venant sur votre plateau, c'est de faire appel, d'appeler les jeunes, d'éveiller leur conscience, parce qu'ils sont nombreux qui sont dans les villes et même dans les villages, les parents d'élèves, faire en sorte qu'ils soient informés de ce que la formation technique peut offrir, de ce que la formation professionnelle peut leur donner comme chance d'employabilité pour leur épanouissement. Merci. Mesdames et messieurs, techniquement, nous sommes au terme de notre temps d'antenne consacré à la politique de la formation des jeunes en Côte d'Ivoire. Merci au ministre Nguessan Kofi d'avoir édifié les esprits sur les grands chantiers de son département qui doivent permettre une meilleure insertion des jeunes dans le secteur professionnel. Dominique Fadegnon, Régis Kofi ainsi que toute l'équipe de production et la rédactrice en chef Delphine Blois se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fête de Toussaint. Restez sur la chaîne qui rassemble et à très bientôt pour un autre numéro du RTI 1 Reçoit.